un coin de paradis de l'océan Pacifique Sud. 2 îles forment la Nouvelle-Zélande. Elles ont la beauté brute et sauvage des territoires longtemps inviolés. Pour moi, la Nouvelle-Zélande est comme une boîte à trésors. La plongée est extra, le surf est génial. Cette terre farouche est source d'énergie pour les Néo-Zélandais. Mais quel est donc leur secret pour être aussi audacieux et créatifs, toujours à la recherche de l'excellence? La mentalité des Néo-Zélandais, c'est ce qu'on ne peut pas acheter, on le fabrique. Comme nous sommes loin du monde, nous devons être plus ingénieux. Je pars à la rencontre du peuple de la terre du long nuage blanc, Aotearoa en maori. 40 heures de vol pour près de 20 000 km à l'autre bout du monde. À la fin de ce long voyage, enfin, j'atterris dans l'île Nord, à Auckland, 1 400 000 habitants, la plus grande ville du pays. Elle se hisse à la 3e place des villes au monde où il fait beau vivre. Les gens d'ici, les Néo-Zélandais, sont un mélange de Polynésiens, d'Asiatiques et d'Européens. On les appelle les Kiwis, un terme maori qui désigne aussi bien le fruit que l'oiseau emblématique de ces îles. Ma route de 1800 km me conduira de Auckland à Dunedin sur l'île Sud. 1800 km pour tenter de saisir le caractère hardi et dynamique des Kiwis. À Auckland, l'océan est partout. Près d'un tiers de ses habitants possèdent un bateau. Le jour de mon arrivée, j'assiste à la régate organisée chaque année pour célébrer l'anniversaire de la ville. Depuis l'exploit de Peter Blake, skipper d'exception qui par 2 fois a conduit la Team New Zealand vers la victoire de l'America's Cup dans les années 90, les navigateurs kiwis excellent dans le domaine de régate. En décrochant le Graal, ils ont créé un nouvel élan et fédéré toute une nation autour de la voile. J'ai le privilège d'être invité à bord du célèbre monocoque de Peter Blake, le Steinlager 2. C'est Alistair Moore, son ami et aussi son gendre, qui est à la barre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à bord. Voilà le bateau de course, le plus primé au monde. On y va. Attention à l'angle. Avant, il y avait un port de pêche ici. Mais lorsque nous avons remporté la Coupe de l'Amérique en 1995, Peter Blake et la mairie ont décidé de développer cet endroit pour y accueillir des événements maritimes. Capitaine, ici Steinlager 2, vous me recevez? Oui, je vous reçois 5 sur 5. En Nouvelle-Zélande, qui est donc une île, tout le monde a accès à la mer. Tout le monde peut faire du bateau. Il n'y a rien d'élitiste là-dedans. Cet accès à la mer fait partie de nous, de notre ADN. Nous sommes bénis de pouvoir profiter de cet environnement, si peu nombreux, sur un si grand espace, et loin de tout. Et les ressources halieutiques et maritimes sont encore bien préservées. Après les princes de la mer, retour sur terre avec les dieux du ballon ovale. Le rugby est l'autre domaine d'excellence des Néo-Zélandais. Ici, c'est une véritable institution. En l'absence de l'équipe nationale, les mythiques All Blacks, triple champions du monde et détenteurs du titre, j'ai rendez-vous au Ponsonby Club, une pépinière de jeunes pousses prometteuses et All Blacks en puissance. Nathan Camp assure la direction technique des entraînements. Back inside. Run off him.
Le club existe depuis 1874. C'est l'un des plus anciens de la ville. Nous avons fourni la plupart des All Blacks. Grâce à des entraînements comme celui-ci, nous espérons que les joueurs travailleront dur sur les passes et la technique pour atteindre le meilleur niveau. Nous les encourageons à préserver et développer un esprit d'unité et de fraternité et de rester au contact, car au rugby, la courtoisie est de mise. D'ailleurs, tout le monde se serre la main après chaque match. C'est important. Au Ponsonby, pas de régime de faveur, l'entraînement est aussi intense pour les femmes que pour les hommes. L'équipe des femmes est exceptionnelle. Nous avons formé les meilleurs des All Blacks féminines. Elle est où, Adora? Adora? My name is Adora Itunu. Je m'appelle I've been Adora playing Ituna. for Je joue au Ponsonby Ponsonby since Club depuis mes 8 ans. 8. Je suis pilier. Et voilà. Yeah, for the Phillies. My name is Shannon Leota. Je suis Shaina Leota, j'ai 20 ans. Je suis ici depuis l'âge de 14 ans. Je suis deuxième ligne depuis la saison dernière. From Lucy's into Lock. I love the team environment. J'adore l'ambiance autour de rugby. Ce que j'aime particulièrement dans ce club, c'est cet esprit de famille. And it's just awesome seeing everyone progress over Ce the qui est years. formidable, c'est de voir les progrès de chaque joueur d'année en année, individuellement et au sein de l'équipe. Vous êtes fiers de vos All Blacks, non? Definitely. Yeah. Vous voulez devenir aussi bonne qu'eux? Oui, ce serait super. Great. Motivé par le dynamisme et l'énergie qui m'entourent, dans cette ville d'à peine 176 ans, je ressens moi aussi le besoin de repousser mes limites. Depuis mon premier jour à Auckland, la tour qui domine la ville, la Sky Tower, haute de plus de 200 mètres, happe le regard. J'apprends qu'il est possible de sauter du haut de cette tour pour quelques secondes de frisson. Pour moi, c'est une grande première, mais j'y vais. Bonjour Anishka, ça va? Bonjour. Vous avez un numéro? Oui. Suivez-moi. Je vais vous montrer votre costume. Comme Spider-Man? Exactement. Je vais boucler votre arme. Enfin, me voilà paré. C'est par là. 25 étages en à peine 14 secondes, cela devrait être assez rapide. Allez, on y va. « 192 mètres, un saut de la plus haute tour de Nouvelle-Zélande. Comment ça va? Très bien, merci. Vous allez le refaire? Ah, peut-être pas demain, mais le jour d'après, pourquoi pas. Après le saut, un nouveau défi m'attend, et non des moindres, la conduite à gauche. Je reprends ma route et m'enfonce dans les terres. 200 km plus au sud, j'ai une impression de déjà-vu. En 1998, le réalisateur Peter Jackson, autre néo-zélandais de talent, survole la région en hélicoptère lorsqu'un terrain retient son attention pour le décor de son film « Le Seigneur des Anneaux ». Un projet démesuré se met en place. L'armée est sollicitée pour construire des routes et déplacer des collines. Mais le résultat est là. La trilogie sera le plus grand succès commercial du cinéma mondial. Il était une fois, dans la terre du milieu, un village perdu dans des collines fertiles et verdoyantes. Le bourg, appelé la Comté, est habité par les Hobbits.
d'après l'écrivain anglais J.R. Tolkien. Dévoué à leur bien-être, Mathias veille à la beauté de leur environnement. Il est arrivé sur ces lieux du bout du monde pour vivre le rêve de millions de fans au quotidien. Je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux, justement, et du coup pour moi c'était vraiment un rêve. Pour moi c'était peut-être le meilleur lieu justement pour travailler en Nouvelle-Zélande. Donc ils m'ont proposé un poste pour 7 mois, donc du coup j'ai pas hésité à venir ici, stopper mon voyage. Il faut absolument que le site reste vert continuellement, donc on arrose un maximum. On est 4 jardiniers à temps plein, plus 3 personnes qui sont comme moi pour arroser le site à longueur de journée. Il est un arbre qui n'a pas besoin d'être autant bichonné. C'est le chêne qui trône au-dessus de la maison de Bilbon Saquet. Ron connaît son secret de longévité. Lors du dernier tournage, il a été décidé que les décors de Hobbiton ne seraient jamais démontés. Il y a une histoire intéressante à propos de cet arbre. Il a été fabriqué exprès pour les films. C'est un faux, un mélange de fausses et de vraies branches. Cette partie-là est réelle. On peut le constater au son. Un son plein, tandis que là, ça sonne creux. Et en plus, les doigts rentrent facilement dans le caoutchouc. Alors on l'entretient pour qu'il perdure à jamais. Vous voyez, on peut secouer la branche. Le tout est très solide. Depuis le dernier tournage en 2011, Hobbiton est devenu une véritable industrie. Près de 500 000 fans viennent ici chaque année des 4 coins du monde décrypter la symbolique du Seigneur des Anneaux. Pour eux, c'est un endroit mythique. Cette manne touristique est gérée avec brio par Russell Alexander. Ici, aucun détail n'est laissé au hasard. Bienvenue à l'auberge du Dragon Vert. Je vous invite à prendre un verre. Je vais passer derrière le bar. Nous avons 3 sortes de bières et une limonade au gingembre. Toutes ces boissons existent seulement ici. Elles ont été créées spécialement pour les hobbits et il n'y en a nulle part au monde. Je vais devenir un hobbit après ce verre ? Bien sûr, à moins que vous ne le soyez déjà. Russell me suggère de rencontrer son père, heureux propriétaire de cette terre nourricière et éleveur de moutons. Il habite 3 collines plus haut. C'est lui qui est à l'origine de la juteuse success story familiale. Retour dans la prairie, j'enfile mes bottes. Grâce à la qualité de ses pâturages, la Nouvelle-Zélande est une terre d'élevage prospère. Ici, point de crise agricole, on exporte vers la Chine, l'Australie et la Grande-Bretagne. Les moutons paissent en toute tranquillité sur les collines verdoyantes, ils donnent donc le meilleur d'eux-mêmes. À ma grande surprise, les revenus générés par Hobbiton n'ont pas modifié le mode de vie de Ian Alexander, le patriarche. Voilà, je les enferme dans l'enclos, car après le déjeuner, on va continuer la tombe. Monsieur Alexander est très fier de ses moutons, 1400 exactement. On essaie de produire de la laine de la meilleure qualité qui soit pour la fabrication de tapis. Portons la plupart de nos moutons tous les 8 mois, 3 fois tous les 2 ans. Pendant 2 jours, 4 personnes s'attellent à la tâche et à la chaîne. Il n'y a pas une minute à perdre. Craig Alexander, le fils, exerce cet art depuis son enfance. Il a la tondeuse rapide et agile. Vous allez en tondre combien ? Oh, 450. Qui aurait pu croire qu'un jour d'octobre 98, la famille Alexander allait accueillir des voisins imaginaires, bouleversant une vie si bien réglée.
Hobbiton, le site a donné à ma famille la possibilité de profiter de la manne touristique. Les retombées pour la localité voisine de Matalacha, c'est irréel. Quant aux bénéfices pour la Nouvelle-Zélande, c'est incroyable. Et moi, je trouve ça fantastique. Mais même si Hobbiton se porte à merveille aujourd'hui, les moutons et les vaches, nous ne les abandonnerons jamais. Ils passeront toujours en premier. Adieu, hobbits, bergers et moutons. Je m'enfonce dans le cœur de l'île Nord, appelée aussi île fumante. Direction Rotorua. Rotorua est le berceau de la culture maori. Les premiers habitants du pays d'origine polynésienne arrivaient sur l'île de Pirogue à partir du 8e siècle. Pour tenter de me rapprocher de l'esprit maori, j'ai rendez-vous avec un artiste. Ma rencontre avec Richie est un voyage au cœur de la mémoire de tout un peuple. Richie? Richie? Hi. Bonjour, je suis Agnieszka. Ravie de vous rencontrer. Bienvenue à Rotorua. C'est ici que je fais mon moko, c'est mon studio. Aujourd'hui, je travaille sur un tatouage traditionnel. Lui, c'est mon fils. Il a eu 18 ans il y a quelques semaines. Il va avoir un dessin que nous appelons piha sur tout le corps. Traditionnellement, c'est ce que portaient les guerriers lorsqu'ils allaient se battre. Aujourd'hui, les guerriers des temps modernes, comme mon fils, livrent d'autres batailles durant leurs études, leur formation et aussi lorsqu'ils jouent au rugby. Ils puisent leur inspiration dans leurs tatouages, qui leur rappellent leur culture et leur permettent de jouer plus fort, plus dur, et de ne jamais abandonner. Vous avez toujours voulu faire ça? Ouais. Oui, toute sa vie. Toute sa vie, il en a rêvé. En tout, plus de 24 heures sont nécessaires pour un tatouage complet du corps. On fait l'autre côté. En Nouvelle-Zélande, nous les Maoris, on veut toujours être les meilleurs. On ne fait jamais les choses à moitié. On les fait pleinement. Lorsqu'on joue au rugby, on joue vraiment. Quoi qu'on fasse, comme le moko, c'est en grand, sur tout le corps. Et Richie, vous pouvez me proposer quelque chose? Ce que je peux faire aujourd'hui, déjà, c'est le mokokoa traditionnel. On le réserve aux femmes chefs de clan, celles qui ont du prestige. Samira, vous êtes sûr? Celui-là ne va pas vous faire mal. C'est juste un tampon. C'est comment? Magnifique. Plus respectable. Dotée de mon moko de respectable guerrière, je pars à la découverte de la ville. C'est ici, à Rotorua, que le nom d'île fumante prend tout son sens. La ville est bâtie sur la ceinture de feu du Pacifique. Un peu partout, je sens une forte odeur de soufre. Des colonnes de vapeur d'eau parsèment le paysage. Je me rapproche des geysers et des sources d'eau chaude et arrive au village maori dans les faubourgs de Rotorua. Gamono m'accueille avec chaleur. Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est le principe de la vie. Quand deux personnes se rencontrent, le temps s'arrête. Hainoma, ça veut dire bienvenue dans notre village. Le nom complet de notre village est Te Waka Rewahe Watanga Aoteope Tawa Awayu. Cela veut dire le rassemblement des guerriers. Pour faire court, on dit Waka.
Dans le village, comme vous pouvez le voir, ce sont tous mes neveux et nièces. Ils reviennent toujours, même lorsqu'ils sont partis. Salut les filles! Vous aimez bien l'endroit? C'est le paradis. On a beaucoup de chance d'avoir un endroit comme ça. Vraiment? Qu'est-ce qui vous plaît le plus ici? La rivière, les bains, la cuisine en plein air. Regardez si la grand-mère est par là. Les traditions sont importantes pour vous? Oui. Comme quoi? Comme le Kappa Aka. The Elle montre le scintillement des rayons du soleil. Au revoir les filles. Voici notre terrain à nous. Mais le sol est de plus en plus fin ici. C'est pour ça que le terrain est clôturé. Il fait très chaud. Lorsqu'il y a des explosions, pour nous, c'est comme si la terre disait bonjour. Donc cela ne nous effraie pas. On connaît tout le terrain. Là où on peut marcher ou pas. Et où nous devons faire attention. Il y a toujours des signes de différentes sortes pour nous dire ce qui se passe. Ça peut être des bulles, un léger changement. Un jour, la couleur de l'eau peut avoir telle couleur, le lendemain une autre. Nous, on sait décrypter ces changements. Les femmes du village utilisent cette chaleur naturelle pour cuisiner des plats à base de légumes et de volailles. Les gens viennent ici avec leurs barquettes. Ils la déposent à l'heure du thé avec des serviettes différentes pour ne pas se tromper. Et comme ça, personne ne touche au plat de l'autre. Nous utilisons toutes les ressources qui sont ici. La chaleur, l'eau, tout. On utilise tout. C'est notre micro-ondes moderne. Pour un micro-ondes maori, comptez 3 heures de cuisson. Enfin, nous pouvons passer à table en famille. Te atua manake tia ina e kai hei oranga mō mātou tinana, ko hiu karaiti tō mātou kai whakaora. Amene. Délicieux. C'est mon premier repas maori. Merci beaucoup. Je me rends à une séance d'entraînement de Kappa Aka. Un concours régional doit avoir lieu le lendemain. Si seul le haka est connu dans le monde pour avoir été popularisé par les All Blacks lors des matchs de rugby, le Kappa Aka est une coutume qui englobe chant, danse et mouvements de combat à main nue pratiqués jadis par les guerriers. Pour les Maoris, le Kappa Aka est bien plus qu'une démonstration de puissance pour décontenancer l'adversaire. Le haka aujourd'hui est le moyen d'exprimer nos opinions et de les faire connaître à travers tout le pays et le monde. C'est aussi la fierté et beaucoup plus encore. L'esprit, la joie d'être ce que nous sommes en tant que peuple maori. À quelques heures du spectacle, chanteurs et musiciens se préparent dans une belle harmonie. La troupe, des enseignants, des étudiants, des bacheliers existe depuis plus de 20 ans. Ce n'est qu'à partir des années 60 que les Maoris, peuple indigène de la Nouvelle-Zélande, ont pu se réapproprier leur identité et leur âme. Les femmes arborent un maquillage de séduction, les hommes un maquillage de combat. En perpétuant ce rituel, tous rendent hommage à leurs ancêtres. Tuho, le coach, est celui qui donne du courage et qui motive. Si vous jouez comme ça, vous allez passer à côté. Vous devez y prendre beaucoup de plaisir. Et ce n'est pas grave si vous paraissez ridicule. Ne vous contentez pas de jouer. Mettez-y votre âme.
Même si vous êtes à bout de force, ce n'est pas important. Vous avez le droit de tomber, mais une fois que vous avez quitté la scène, vous pourrez même vous évanouir. Mais pendant 20-21 minutes de votre performance, vous devez être un rock. Dites-vous que vous avez les plus belles femmes avec vous. Vous devez donner envie aux femmes du public, de façon à ce qu'elles jalousent les vôtres. Et aussi faire en sorte que les hommes aient envie d'être à votre place. En attendant le Kapahaka final en fin de journée, je m'échappe vers la ville de Napier, où les premiers habitants, des Maoris, vivaient paisiblement de leur pêche jusqu'à l'arrivée des Britanniques en 1769. Paradoxalement, Napier doit sa résurrection au pire tremblement de terre que connut la Nouvelle-Zélande le 3 février 1931. La majorité des bâtiments s'est effondrée sous une secousse de magnitude 7,9 sur l'échelle de Richter. Une ville nouvelle, moderne et élégante émerge alors des cendres. Ses façades témoignent de son renouveau. Pour ce voyage dans le passé, j'ai rendez-vous avec un jeune retraité stylé, Tony. Hi Agnes, welcome to Napier. You're coming with us for an Art Deco tour, I hear. Okay. Welcome. Okay, we shall get started. We're driving in a 1938 Packard. Nous nous trouvons dans une Packard de 1938, produite à Détroit, aux États-Unis, spécifiquement pour le marché d'Asie du Sud-Est. So this is the main street that we're coming down now, and as I said, you're best to walk to appreciate the number of buildings that we have in the Art Deco style. There's about 12 blocks of buildings in the Art Deco style, which is the biggest concentration of Art Deco buildings anywhere in the world. It's a big draw card to Napier. We get something like 1.2 million tourists a year coming here. L'attraction principale étant l'architecture Art Déco. Après le croisement, je vais vous montrer le théâtre municipal. Le théâtre est aujourd'hui dans le même état qu'en 1937. À l'époque, l'éclairage au néon, c'était nouveau. De l'autre côté, nous avons une femme nue en mouvement, dont la signification est très importante en Nouvelle-Zélande. Elle commémore la libération des femmes à l'époque de la reine Victoria. Elle symbolise aussi le fait que la Nouvelle-Zélande a été le premier pays au monde à donner le droit de vote aux femmes en septembre 1893. Et c'est ici, en Nouvelle-Zélande, que ça s'est passé. On peut y aller. Même si le gros tremblement de terre date de 1931, à Napier, la terre continue de trembler. Il y a une centaine de secousses par an à Napier, dont une dizaine que nous ressentons vraiment. Nous pensons que c'est une bonne chose, car si les plaques tectoniques ne bougent pas du tout, cela pourrait provoquer une énorme secousse. Donc on est très content d'en avoir des petites. C'est comme un volcan qui ne dort jamais. Tony me dépose à mon spectacle à quelques kilomètres de là. L'heure du concours de Kapahaka Maori approche. 14 groupes de la région de Holmes Bay vont s'affronter sur scène une après-midi entière en affirmant le mana de leur communauté, c'est-à-dire leur cohésion, leur rayonnement, leur force intérieure. Sous l'œil attentif d'un jury d'experts, la troupe de Tuho va se transcender sur scène.
Le jeune public s'enflamme et se lève pour répondre aux défis lancés par les guerriers sur scène. Parents, grands-parents sont là pour partager une culture longtemps interdite. Je pense qu'ils ont été très très bons, mais les autres groupes ne sont pas encore passés. Ce sera au jury de décider qui seront les vainqueurs. Moi, je suis très fière de ma petite fille. Elle a commencé l'étude du maori très jeune, dans une école spécialisée où on leur apprend la langue. Car moi, personnellement, je suis incapable de parler maori. On nous avait appris l'anglais uniquement. Si on essayait de parler maori, on nous tapait le cou avec une règle ou des bambous, jusqu'à ce qu'on s'arrête. C'est l'heure du verdict. La troupe de Puho n'a pas gagné de prix cette année. Pas trop déçu? Oui, un peu. Et on est quand même content d'avoir participé. Je reprends mon chemin vers Masterton, 200 km plus au sud, où une surprise m'attend. Animal cette fois. 4 millions de Néo-Zélandais et 10 fois plus de moutons. Telle est la caractéristique du pays. Rien d'étonnant que d'en croiser à tout bout de champ. Le lendemain matin, sur ma route, les panneaux me signalent la présence de drôles d'oiseaux, les kiwis. Aucun risque de collision en plein jour, le kiwi est un animal nocturne. J'arrive au refuge de Pukamongbroos. Près de 1000 hectares de forêt tropicale ont été aménagés dans l'immense parc de Tararua pour protéger les espèces menacées, des oiseaux pour la plupart. Avant ma rencontre avec Jess, jeune ornithologue française, je traverse une forêt de fougères argentées géantes, autre symbole du pays. Bonjour. Merci de nous accueillir. Bienvenue à Pukamongbroos. Je suis curieuse de voir à quoi ressemble le fameux kiwi, cet oiseau sans ailes qui ne vit que en Nouvelle-Zélande. Ce bipède est si respecté et protégé dans le pays qu'il en est devenu sa mascotte et son emblème. Et c'est Jess, arrivée du bout du monde, qui est préposée au bien-être de ce trésor national. Elle profite du sommeil des oiseaux, en plein jour donc, pour s'assurer de leur état de santé. Donc je vais peser MB55, donc qui est MB pour Mongbroos, et 55 c'est le 55e kiwi qui a éclos ici. Donc ces deux-là sont de la même couvée et ils dorment toujours ensemble. Ça nous permet en fait de contrôler donc la prise de poids et de nous indiquer s'il y a un problème de santé. Une fois qu'ils pèsent 1,2 kg, ils sont capables de se débrouiller tout seuls dans la nature. La pridigramme, donc il pèse 1172 grammes, donc il est pas loin du tout des 1200 grammes qu'on attend, donc il est bientôt prêt à être lâché. Vous croyez qu'ils vous reconnaissent? Non. Très très dur à apprivoiser. Les 70 000 kiwis de Nouvelle-Zélande sont bruns. À une exception près, le refuge abrite une cuvée exceptionnelle, un millésime 2011. 2 trésors blonds, une espèce rare, sacrée. Celui-ci c'est un peu particulier. Comme il est blanc, on ne voudrait pas le relâcher. Il est plus susceptible de se faire attaquer. Et une autre raison, c'est qu'il a un œil en moins. Donc il ne faut pas oublier que les kiwis, ça fait partie de la famille des ratites, donc la même famille
des autruches émeux et nandous. La partie la plus forte chez le kiwi, c'est les pattes. Et très très fort. Ce ne sont pas des albinos? Non, ils ne sont pas albinos. C'est juste qu'ils n'ont pas la coloration. Ils sont sur ce qu'on appelle le cystique. Voilà. Donc là, on peut observer les moustaches, vu qu'ils sont nocturnes. En fait, c'est un peu comme les chats. Ça leur permet en fait d'éviter de rentrer dans un arbre. Les kiwis ont une très très faible vue, mais un odorat très très développé, en fait, ce qui leur permet de trouver leur nourriture dans le sol. Malgré la longueur du bec, ils ont le plus petit bec du monde, tout simplement parce que les narines se trouvent à l'extrémité du bec. Donc en fait, le bec, si vous voulez, il fait cette partie-là. Les plumes ressemblent beaucoup à la fougère, en fait, l'emblème aussi de la Nouvelle-Zélande. Après, je suis peut-être la seule à avoir repéré ça, mais voici une plume de kiwi et la fougère. Si les Néo-Zélandais ont adopté le kiwi en tant que symbole, c'est sans doute parce que cet oiseau indigène est le reflet de leur état d'esprit, unique somme toute. Pour atteindre le sud de l'île, je traverse les monts Rimutaka, qui culminent ici à 555 mètres d'altitude. Une route sinueuse a été creusée sur le flanc ouest de la montagne sur 55 km. J'arrive à Wellington, capitale politique de la Nouvelle-Zélande depuis 1875. Sa situation géographique, à l'extrémité sud de l'île Nord, la place au centre du pays. Avec seulement 200 000 habitants, c'est la capitale la plus méridionale du monde. Les Wellingtoniens d'aujourd'hui ne sont pas dépourvus d'humour. Je m'en aperçois, le pied à peine posé ici. Ce n'est pas le carnaval, mais ça y ressemble. C'est bon, madame? Les Avengers sont là. Chaque année, le dernier week-end de janvier, 16 équipes internationales s'affrontent lors d'un tournoi de rugby à 7, 2 jours durant au stade de Wellington. Mais qu'est-ce que c'est? Le spectacle est dans la rue et dans les bars. Nous, on regarde les matchs de la Coupe du Monde de rugby tous les 4 ans. Mais il n'y a rien de comparable à cet événement annuel au monde. Oui, il y a les équipes, les All Blacks. Mais surtout, c'est génial de s'amuser ici tous ensemble. Les matchs de cette troisième étape du circuit mondial de rugby à 7 durent 2 fois 7 minutes chacun, plus 1 minute de mi-temps pour changer de côté. C'est incroyable, c'est tellement amusant de rassembler tous ces gens, même le Joker avec Batman. Les gentils et les méchants tous ensemble. C'est la première fois que je viens ici. Moi, c'est ma 3e. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'adore tous ces gens déguisés qui font les fous. On est encore tous des enfants. C'est génial. Et que ce soit au rugby à 7 ou à 15, à la fin, c'est toujours la Nouvelle-Zélande qui gagne. C'est bon ça les gars! Cela veut sans doute dire que les kiwis ne manquent ni d'humour, ni de dérision, ni d'audace. À peine remise de mes émotions sportives, je quitte la ville pour rejoindre l'île Sud en ferry. Le détroit de Cook relie la mer de Tasman à l'ouest à l'océan Pacifique à l'est. Large de 28 km à peine dans sa partie la plus étroite, il est venteux et turbulent. Cette fois, j'ai beaucoup de chance, la mer est d'un calme plat. Le trajet dure un peu plus de 3 heures. J'aperçois les contours de l'île Sud, l'île de Jade. Un peu moins grande que sa sœur du Nord, Southern Island est plus rude, plus brute, beaucoup moins peuplée. Elle est un oasis de vie sauvage.
débarque dans le petit port de Picton, d'où je continue ma route. Je me dirige vers Kaikoura, 200 km plus au sud. Sur ma route, je tombe sur un groupe de surfeurs que la température de l'eau, d'à peine 18 degrés au plus beau jour, est loin de décourager. Je remonte en voiture vers Picton. Et j'ai seulement 25 minutes pour profiter d'une belle vague. Lorsque vous avez toute cette nature à portée de main, il serait fou de ne pas en profiter. Elle est si proche et si accessible. Il suffit juste de sortir pour une bonne dose d'adrénaline. Je me dépêche parce qu'après j'ai encore de la route. Ici, les vagues ouvrent et se déroulent en gauche ou en droite. Elles ont de belles épaules et on peut les suivre sur de longues distances. Ces vagues très convoitées sont très agréables à surfer. Non loin de là, d'autres mammifères, marins cette fois, prennent aussi du bon temps. À Point King, je tombe sur une colonie d'otaries et de phoques qui a choisi l'endroit idéal pour un bain dans une piscine privée d'eau de mer. Pas le temps pour moi de m'ébrouer, je dois poursuivre ma route encore plus vers le sud. Depuis mon arrivée sur l'île de Jade, j'ai ressenti quelques secousses, des tremblements de terre de faible intensité, mais assez fréquents. La Nouvelle-Zélande est une terre en mouvement. Le deuxième tremblement de terre le plus meurtrier depuis celui de Napier en 1931 a eu lieu à Christchurch et ses environs le 21 février 2011. Ce jour-là, un séisme de magnitude 6,3 secoue la ville en plein jour, suivi d'une réplique quelques minutes plus tard. Le tiers des bâtiments est détruit ou démoli, c'est-à-dire près de 755 immeubles. Je décide d'aller voir où en est la reconstruction de Christchurch 5 ans plus tard. Symbole de cette catastrophe, la cathédrale, située en plein cœur de la ville. C'est là que je rencontre Anne-Marie, une Française aujourd'hui retraitée, arrivée en Nouvelle-Zélande il y a 30 ans. C'était l'ancienne cathédrale ? Eh oui, quelle tristesse de voir ça comme ça. Tout écrasé. Ouais. C'était le centre, vraiment le cœur de Christchurch. Il y avait tous les business autour. Il y avait des espèces de petits vendeurs le soir. C'était très... Oui, c'était le cœur de la ville. Et puis tout a disparu. C'était à 1h de l'après-midi. Tout le monde vivait sa vie normalement. Et comme ça, d'une minute à l'autre, la vie de beaucoup de gens, en tout cas 180 personnes, ont été tuées. D'une minute à l'autre, boum, vraiment rien ne laissait prévoir. Bon, c'est ça les tremblements de terre. Hein. C'est énorme pour reconstruire toute une ville. Maintenant, on est heureux parce qu'on voit des grues, on voit que ça y est, la vie va reprendre. Et puis, je vois que ça va être une ville extraordinaire parce que tout ce qui est reconstruit maintenant, c'est avec des matériaux nouveaux. C'est donc, tout le monde essaye de faire quelque chose d'extraordinaire. Ça va être une ville du futur très écolo et très, très verte. J'espère. Le coût total de l'opération de reconstruction est estimé à 20 milliards d'euros au bas mot. Désormais, les nouveaux immeubles auront des fondations anti-choc de 30 mètres sous terre. Anne-Marie me propose de venir visiter sa maison de Littleton pour me rendre compte des dernières traces encore visibles de cette funeste journée. Voilà, donc c'est une maison que vous avez complètement reconstruite après le tremblement de terre. Oui, c'est l'assurance qui a refait tout ça. Votre maison est tombée ? Elle n'est pas tombée, mais enfin elle était bien bancale.
Là ici, donc l'escalier était à cette hauteur et avec le tremblement de terre, il est descendu de tout ça. Parce que c'est la peinture ancienne qui est là. Voilà. Par contre, la montagne d'en haut est montée de 50 cm. C'est pas étonnant que ça ait secoué comme ça. Parce que si là c'est monte, là ça descend, au milieu, quand on est au milieu, ça fait un choc quand même. Et à l'intérieur, vous pouvez nous montrer les craquelures? Oui, ben là il n'y en a plus beaucoup puisque ça a été arrangé, mais il faut recommencer les travaux. Je vais vous montrer quelque chose de rigolo. Voilà. Tiens. Voilà. Ça. Regardez, si je la laisse tomber, et voilà. Toutes les portes se ferment toutes seules, elles s'ouvrent toutes seules. Qu'est-ce que ça vous fait de vivre comme ça, avec la terre qui tremble, qui bouge, le sol qui bouge? On s'y fait. Hein. Il y a eu 13 000 secousses quand même, donc on s'habitue ou on s'en va. Beaucoup de gens sont partis, mais je me plais beaucoup à Littleton et pour rien au monde j'en partirai. Malgré les secousses? Oui, bon, bien sûr. Bien sûr. Bah, vous n'avez pas peur? Non. J'ai très confiance dans ma petite maison en bois qui bouge avec le sol. Par contre, tout ce qui était en pierre ou en briques sont tombés. Tandis que moi, je suis en bois et c'est comme la maison des petits cochons. Avant mon départ, Anne-Marie me recommande un endroit qu'elle apprécie particulièrement, à 3 heures de voiture, en longeant la côte, dans le petit village de Moeraki. Après les turbulences de la région de Christchurch, j'apprécie d'autant plus le calme et la sérénité de la nature qui m'entoure. Il serait dommage de ne pas profiter de ces bienfaits. C'est pour cette raison que j'ai rendez-vous avec une femme qui, il y a quelques années, a choisi de quitter le tumulte de la ville pour se retirer à la campagne et vivre en harmonie avec la nature. Un choix de vie en osmose avec son prénom. Je m'appelle Fleur d'Hélice. C'est adorable, non? J'ai une mère très romantique. Fleur sait tirer profit et mettre en valeur chaque richesse de son environnement immédiat. Il faut les secouer un peu d'abord, puis les sécher pour les saupoudrer sur la nourriture. C'est comme une liane. On peut la couper en fines lamelles, en pétales. Vous en faites quoi en cuisine? Je les utilise pour assaisonner les sauces des poissons. Pour partager sa passion, Fleur a ouvert un restaurant, Fleur's Place. Il fait partie du mouvement mondial Slow Food. Une initiative qui a vu le jour en Italie à la fin des années 80 et qui établit un rapport clair entre le plaisir, l'origine des aliments et la nourriture simple. Il m'a l'air très bien, ce moki. Oui, il est bien. Ce poisson, le moki, ne se nourrit que de graines de mer, ce qui le rend très apprécié des végétariens. On peut dire que c'est un poisson végétarien. Ce poisson est vraiment génial pour moi. C'est un tel honneur que de le présenter en entier à mes clients. On le met juste au four, sans même le rincer, rien du tout. À la cuisine, merci. C'est le meilleur endroit du monde. Mon voyage en Nouvelle-Zélande a commencé en mer, il se termine en mer également, sur la plage de Moeraki. C'est ici, un peu au bout du monde pour moi, que prend fin ma quête de cet esprit d'excellence des kiwis. La plage de Moeraki a été rendue célèbre par d'étranges pierres rondes de différentes tailles, semblables à des boulets de canon. Ce sont des noyaux de boue fossilisés. Point de départ pour les uns, point d'ancrage pour les autres. La légende raconte qu'il
qu'il y a plus d'un millier d'années, des navigateurs maoris ont rejoint la Nouvelle-Zélande en provenance de Hawaiki, la terre des ancêtres. Un canoë s'est retrouvé isolé lors d'une terrible tempête et s'est échoué sur la côte. Les restes du canoë et les survivants se sont presque tous changés en pierre. Leurs descendants, maoris tout d'abord, puis plus tard explorateurs et colons britanniques, ont su créer en un laps de temps assez court un pays neuf, dynamique, créatif. La Nouvelle-Zélande. Le mot audace prend ici tout son sens.